Dans la vidéo de la semaine dernière, nous abordions la demande adressée à la SEC de BlackRock, le géant de la finance américaine, pour le lancement du tout premier ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Comme on vous l'expliquait, cette initiative pourrait avoir un impact significatif sur le marché pour plusieurs raisons. L'arrivée d'un véhicule d'investissement de ce type aux US pourrait déclencher une vague de nouveaux capitaux. Surtout que, comme on le disait dans la vidéo, si BlackRock obtient les autorisations de la SEC, ils créeront une brèche dans laquelle tous les autres gros fonds s'engouffreront. L'accessibilité accrue à Bitcoin grâce à de vrais ETF spot pourrait attirer de nouveaux investisseurs et stimuler la croissance du secteur au niveau de sa capitalisation. Alors pour les plus anciens d'entre vous, vous vous dites sûrement que ce n'est pas la première fois que vous entendez ce refrain. Les institutions arrivent, les institutions arrivent. Depuis 2017-2018, on voit régulièrement passer ce genre d'article. Alors oui, c'est vrai, mais là je pense que c'est vraiment différent. De par sa taille, son envergure, ses relations politiques et économiques, BlackRock est une entreprise unique et d'une importance majeure dans le paysage financier mondial. Quand BlackRock bouge, tout le monde regarde. L'entreprise gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs financiers pour le compte de clients institutionnels et privés, ce qui lui confère une puissance considérable. Lors de la crise financière des subprimes en 2008, ou lors du crash lié à la pandémie du Covid-19, vers qui le gouvernement des États-Unis s'est-il tourné? BlackRock. Pour certains, l'entreprise américaine est dorénavant au même niveau que les gouvernements. Pour les fans de Game of Thrones, Larry Fink, le CEO de BlackRock, c'est lui, Lord Varys, un personnage complexe qui semble toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Tout le monde se demande quelles sont ses véritables motivations et s'il agit véritablement dans le bien commun ou s'il poursuit simplement ses propres intérêts. Bref, vous l'avez compris, le lancement d'un ETF Bitcoin par BlackRock enverrait un signal fort aux investisseurs institutionnels, confirmant la position dominante de Bitcoin dans l'écosystème crypto et sa pertinence en tant qu'actif durable. Cela élimine tout doute sur les intentions des États-Unis en matière de réglementation. Personne en Occident ne va interdire Bitcoin comme certains le fantasment toujours. Et à mon avis, les États-Unis seront bel et bien une puissance crypto malgré tous les remous de ces dernières semaines. Maintenant, vous étiez nombreux dans les commentaires de la dernière vidéo à être inquiets sur les questions de manipulation de marché et d'éventuelles actions visant à contrôler artificiellement les cours. Est-ce que l'arrivée de gros poissons de Wall Street comme BlackRock par exemple pourrait avoir les mêmes répercussions sur Bitcoin que celles observées sur le marché des métaux précieux qui est largement connu pour être sujet à de fortes manipulations? Est-ce que l'establishment aurait pour but de contrôler l'invention de Satoshi Nakamoto et de modérer son prix afin de freiner l'engouement et l'euphorie qui se produisent environ tous les 4 ans lors de chaque bull market? C'est ce dont on discute dans cette vidéo. Bon, la première question que l'on peut légitimement se poser est la suivante. Est-ce que le marché des métaux précieux est plus manipulé que les autres? Honnêtement, c'est difficile à dire. Il y a très régulièrement des affaires pas net dans quasiment tous les pans de la finance. En 2012, par exemple, plusieurs grandes banques, dont la Barclays, UBS et la Deutsche Bank, ont été impliquées dans un scandale de manipulation du taux Libor qui est utilisé dans le cadre des prêts interbancaires à court terme. Pour info, ce taux reflète en gros la confiance entre les banques et impacte directement les coûts de financement pour les institutions financières. Il est fixé quotidiennement à Londres et sert de base pour de nombreux autres taux d'intérêt dans le monde. Les banques impliquées dans le scandale ont été accusées d'avoir manipulé ces taux afin de maximiser leurs profits ou de masquer leur situation financière réelle. Autre affaire, en 2013, des révélations font état de manipulations sur le marché des changes, le Forex. De nouveau, de grandes banques sont impliquées, dont Citigroup, JP Morgan Chase, Barclays, UBS et d'autres, bref, toute la fine équipe. Les traders de ces banques auraient échangé des informations confidentielles et manipulé les taux de change pour augmenter leurs profits au détriment des clients et des investisseurs. Et rebelote en 2015, puis 2018 et encore récemment en 2021. On retrouve le même type de scandale sur le marché des matières premières, aluminium, pétrole et même les denrées alimentaires. C'est pour ça que ça me fait doucement sourire quand j'entends Gary Gensler, le patron de la SEC, s'exprimer sur l'écosystème crypto de cette manière. Hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi schemes, the public being left in line at the bankruptcy courts. We've seen this story before. Oui, tout à fait Gary, on a déjà vu ça dans le passé en finance traditionnelle. Ce n'est absolument pas spécifique aux cryptos. Comme le dirait notre chère Aurore Laluc, votre secteur n'est pas propre, merci de ne pas me salir avec. Mais trêve de plaisanterie, revenons-en au marché des métaux précieux et tout particulièrement celui de l'or. Il est vrai que cet actif, en raison de son histoire et de son rôle en tant que refuge financier, étalon monétaire mondial, a un statut un peu particulier. Il faut bien comprendre que le prix de l'or est un indicateur reflétant les inquiétudes à propos du système monétaire et financier traditionnel. L'or qui monte indique très souvent une perte de confiance dans les monnaies fiat, et tout particulièrement le dollar. Lorsque tout s'effondre, vous vous rabattez sur le machin qui fonctionne relativement bien depuis 5000 ans, et ce machin, cette relique barbare, comme dirait John Maynard Keynes, eh bien c'est l'or.
Du coup, pour éviter la panique et faire en sorte que les musiciens continuent à jouer sur le pont du Titanic, certaines institutions ont tout intérêt à ce que l'alarme ne clignote pas. Et l'alarme ici, c'est le cours de l'or. La guerre monétaire entre les pays a déjà commencé. La dernière chose dont les États-Unis ont besoin est un prix de l'or à 3000 $ l'once. Le gouvernement US ne se cache même pas de ces manipulations. Depuis le Gold Reserve Act de 1934, signé par Roosevelt, le Fonds de stabilisation des échanges a spécifiquement pour but de faire plus ou moins n'importe quoi pour protéger le dollar et l'économie américaine. Cela comprend, entre autres, la manipulation du marché de l'or, mais également de n'importe quel autre actif qui pourrait représenter une menace. Et ce n'est pas une spécificité américaine. William White, un directeur de la BIS, The Bank for International Settlements, donc la banque centrale des banques centrales, disait en 2005 que les autorités financières internationales collaborent régulièrement pour influencer le cours de certains actifs, tout particulièrement l'or et les devises étrangères, lorsque cela semble nécessaire. Et puis là encore, les grandes banques s'en donnent à cœur joie pour manipuler le marché. En 2020, la CFTC, qui régule les marchés des matières premières aux États-Unis, accuse JP Morgan Chase, l'une des plus grandes banques américaines comme vous le savez, de manipulation du marché des métaux précieux entre 2008 et 2016, quasiment une décennie. L'enquête a révélé que des traders effectuaient des transactions fictives pour influencer le prix des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine ou le palladium. Ils utilisaient des pratiques illégales telles que le spoofing ou le layering. Pour faire simple, le spoofing consiste à placer des ordres très importants et visibles à la vente ou à l'achat sur un marché. Par exemple, j'annonce publiquement que je suis prêt à acheter d'immenses quantités d'or à 2500 $ l'once, alors que le cours est actuellement à 2000 $. Cet ordre acheteur va pousser le prix vers le haut. Pendant ce temps-là, je vends discrètement mon stock et j'engrange des bénéfices. Quand j'ai terminé, je retire mon offre à 2500 $ comme si de rien n'était. Et ça marche aussi dans l'autre sens, je place un gros ordre vendeur cette fois à 1500 $, ce qui pousse le prix vers le bas, je peux donc acheter à un prix plus intéressant. Et hop, je me retire une fois l'opération terminée. Voilà en quoi consiste le spoofing et c'est officiellement interdit depuis 2010 avec cette loi. Le layering, quant à elle, est une pratique un peu plus sophistiquée si je puis dire, où un trader passe plusieurs ordres d'achat ou de vente avec l'intention de créer une fausse impression de demande ou d'offre. Ces ordres sont rapidement annulés ou modifiés avant qu'ils ne soient exécutés. L'objectif est de donner l'illusion d'une activité intense sur un marché et de faire bouger les prix dans une direction qui vous arrange. Mais le pire cauchemar des fameux gold bugs, ces personnes fortement convaincues de la valeur de l'or en tant que réserve de valeur, donc en quelque sorte les ancêtres des bitcoiners, est le concept d'or papier. Il s'agit de toutes les formes d'investissement dans l'or mais qui ne sont pas basées sur la possession directe d'or physique. Ça peut prendre différentes formes telles que les contrats à terme sur l'or, donc les produits dérivés, les options, les futurs, les certificats d'or ou encore les fameux ETF dont on a parlé la dernière fois. Avec l'or papier, les investisseurs détiennent essentiellement des titres ou des contrats représentant une exposition à l'or sans avoir la possession physique réelle du métal. Vous avez un morceau de papier disant que vous possédez une quantité X d'or ou en tout cas vous êtes indexé à la volatilité de l'or. Mais il existe toujours un intermédiaire, un tiers de confiance entre vous et votre propriété. Et comme vous vous en doutez, le plus gros problème est lié à la possibilité de créer une offre d'or papier qui dépasse l'offre réelle d'or physique disponible sur le marché. On estime aujourd'hui qu'il y a entre 100 à 300 fois plus d'or papier que d'or physique, même si les accords de Bâle III ont tenté de limiter ces mécanismes d'effet de levier avec le NSFR pour Net Stable Funding Ratio, mais sans grand succès pour le moment. Donc c'est un peu comme si on passait de 21 millions à 2,1 milliards de bitcoin grâce, ou à cause plutôt, de la titrisation et des intermédiaires. Et en l'occurrence c'est un peu ce qu'il s'est passé avec Mongox ou alors plus récemment avec FTX. Ces plateformes faisaient croire aux gens qu'ils achetaient et vendaient du bitcoin alors qu'il n'y avait absolument rien derrière. Dans le cas de FTX, on estime qu'il y avait environ 1,4 milliard de dollars de faux bitcoin sur la plateforme, ce qui équivaut à 80 000 bitcoins, donc 25% de la production annuelle. Bien évidemment, cela impacte significativement la pression acheteuse. C'est la base de l'économie, offre et demande. Si FTX avait possédé des bitcoins dans ses réserves, cela aurait bien évidemment réduit la quantité disponible sur le marché et donc poussé le prix vers le haut. Maintenant, soyons clairs. Faire pression à la baisse sur les cours fonctionne tant que le marché n'a pas de direction forte. Par exemple, si le véritable prix de Bitcoin est à 40 000 $ mais qu'il n'a pas spécialement de tendance, alors vous pouvez l'amener à, disons, 35 000 $ en faisant du bricolage financier par-ci par-là. Par contre, au moment où la tendance haussière se dessine, tous ces subterfuges à la petite semaine exposent fortement la santé financière des manipulateurs à la manœuvre et ils se retirent. On le voit bien par exemple sur les cours de l'or depuis le milieu des années 80, et c'est encore plus évident si on remonte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Les manipulations de marché se font à la marge. En réalité, manipuler un marché consiste à le flouter. Ici, je ne sais plus si l'or vaut 2000 ou 1500 $. Par contre, je sais qu'il ne vaut pas 1000 ou 3000 $.
Je ne sais pas ce qu'il vaudra la semaine prochaine précisément, mais je sais que sa tendance de long terme est haussière. A notre avis, de la même façon que pour l'or, tous les marchés dérivés du monde ou toute la malveillance de qui que ce soit, même BlackRock, ne suffira pas à contraindre le prix de Bitcoin trop loin de sa véritable valeur. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou alors pas du tout, ça nous intéresse d'avoir des avis divergents. Et puis il y a autre chose de très important à mentionner. Pour beaucoup de personnes, l'or papier a été choisi pour sa praticité. Avec un ETF sur l'or, par exemple, vous gagnez en frais de stockage, de transport et puis surtout en termes de liquidité. C'est plus facile de vendre une part d'un fonds sur DEGIRO plutôt que d'aller physiquement dans une boutique pour vendre une pièce d'or 20 francs Napoléon. Avec Bitcoin, c'est très différent. Quand on y réfléchit, un ETF Bitcoin apporte très peu d'avantages pour un investisseur lambda. Compte tenu du fait que Bitcoin est déjà un actif numérique divisible, facilement conservable, reconnaissable et portable, les désavantages qui accompagnent la titrisation ne justifient pas vraiment son utilisation dans le cas de l'invention de Satoshi Nakamoto. Nul besoin d'introduire un tiers de confiance entre vous et vos bitcoins. Comme le sujet est primordial, on a justement décidé de faire une petite formation complètement gratuite que vous pouvez recevoir par email. On passe à travers toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire, quel matériel utiliser et comment mettre en place des mesures supplémentaires rapides pour faire en sorte que vos cryptos soient réellement en sécurité. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en haut à droite et dans la description. En conclusion, comme on vous l'a souvent répété dans nos dernières vidéos, le prix de Bitcoin sur le court terme n'a que très peu d'importance. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Mais contentez-vous de vous demander une fois par an par exemple si fondamentalement l'invention de Satoshi Nakamoto avance toujours vers l'accomplissement de sa promesse fondamentale. Le temps fera le reste et jouera pour vous. Nous vivons des moments de transformation historique et c'est bien dans ces périodes que les fortunes se font et se défont. En tout cas, une chose est sûre, Bitcoin est un animal bien étrange qui n'a sûrement pas fini de nous surprendre.